Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Nous avons déjà évoqué les personnalités de Voltaire et de Rousseau et à notre émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de Diderot grâce aux travaux du professeur Raymond Trousson que je vais retrouver dans un instant. Raymond Trousson, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission de ce matin. Déjà plusieurs fois, vous nous avez fait le plaisir de venir parler à La pensée et les hommes des auteurs que vous affectionnez, et en particulier des auteurs du XVIIIe siècle. Vous avez déjà parlé de Voltaire, de Rousseau, et aujourd'hui, grâce à vous, nous allons parler de Diderot. Grâce à vous et à 3 de vos publications. Mais je rappelle aux amis qui nous écoutent que vous êtes professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, et très récemment, vous avez reçu un prix très important de littérature en France, prix très largement mérité quand on voit vos magnifiques publications. 3 livres sur Diderot en un an, une biographie intitulée Denis Diderot, avec un sous-titre intéressant sur lequel je vais revenir dans un instant, Denis Diderot ou le vrai Prométhée, ouvrage publié à Paris chez Talandier, un ouvrage sur la critique à l'égard de Diderot, Denis Diderot, Mémoire de la critique, ouvrage publié aux presses universitaires de la Sorbonne, et chez Champion à Paris, un Diderot jour après jour, c'est-à-dire une chronologie de l'existence et des publications de Denis Diderot. Ma première question, Raymond Trousson, Denis Diderot, il apparaît un peu, si j'ose dire, à toute proportion gardée, comme le Poulidor de la philosophie du XVIIIe siècle. C'est un peu toujours l'éternel second. Or, j'ai attiré l'attention sur le sous-titre de votre biographie, c'est une sorte de Prométhée. C'est un type qui a eu une activité exceptionnelle. D'abord, il faut s'expliquer sur l'appellation de vrai Prométhée. C'est le titre que lui décernait Michelet, qui était un grand admirateur de Diderot. Quant au fait qu'il apparaisse comme le Poulidor de la philosophie au XVIIIe siècle, ça s'explique pour la raison suivante, qui n'a plus guère de valeur aujourd'hui. Lorsque Voltaire et Diderot et Rousseau meurent en 1778, la quasi-totalité de leur œuvre est connue. Pour Rousseau, il n'y aura plus que les Confessions et les Rêveries, qui paraîtront d'ailleurs quelques années plus tard. Au contraire, en raison de diverses circonstances, de prudence notamment, toutes les œuvres importantes, à nos yeux, de Diderot sont inconnues des contemporains. L'ensemble de ses salons, sa correspondance avec Sophie Volant, le rêve de d'Alembert, Jacques le Fataliste, la religieuse, toutes ces œuvres-là sont inconnues. Elles n'ont pas été publiées, y compris le neveu de Rameau. Ce qui explique que, par rapport à ces 2 grands contemporains, au moment où il meurt en 1784, il n'a pas, en effet, la stature de Voltaire ou de Rousseau. C'est ce qui explique aussi que cette véritable stature va se découvrir au fil de la publication posthume de ses œuvres, non seulement après sa mort, peu après sa mort, dès 1796, à l'époque de la fin de la Révolution, mais jusqu'à la fin du XIXe et même au cours du XXe siècle. Donc, l'acquisition de cette stature est un phénomène relativement récent. Et c'est ce qui explique en effet cette attitude de second, si vous voulez, si l'on tient compte de la valeur que les contemporains pouvaient accorder à chacun des 3 philosophes en question. Vous évoquiez la prudence de Diderot, pourtant en 1749, il se retrouve embastillé, il n'est donc pas si prudent que ça. Son nom est attaché bien sûr à la publication, à la rédaction de l'encyclopédie,
dont on sait bien que les notes, que les parties de bas de page sont extrêmement critiques à l'égard de la théocratie catholique du temps. Mais vous touchez justement aux raisons de cette place de second au XVIIIe siècle. Diderot est en effet arrêté et expédié au donjon de Vincennes en 1749. Il l'est pour ses œuvres de début, c'est-à-dire les pensées philosophiques, La promenade du sceptique. la promenade du sceptique et les bijoux indiscrets. Et cette captivité qui dure environ 3 mois, on parle souvent des 100 jours du philosophe, a servi de leçon à Diderot. Il a très mal supporté cette captivité parce que c'est un extraverti. Ensuite, parce qu'une lettre de cachet, à l'époque, est extrêmement inquiétante, car on sait quand on entre en prison, on ne sait pas quand ni si on en sortira. Et la deuxième raison de la discrétion de Diderot par la suite, c'est l'intérêt qu'il porte à la grande entreprise de sa vie, qui est l'encyclopédie. Il ne veut pas que des publications dangereuses, subversives, qu'on pourrait lui attribuer, viennent compromettre une immense entreprise qui a déjà suffisamment de difficultés elle-même à l'égard du pouvoir religieux ou du pouvoir politique pour ne pas la compromettre. C'est ce qui explique que la plupart de ses œuvres, qui sont d'une extrême audace, Diderot les garde dans ses tiroirs. Et lorsqu'il ne les garde pas dans ses tiroirs, bon, comme la religieuse par exemple, ce sont des œuvres qui ont une diffusion extrêmement limitée. Elles paraissent dans la correspondance littéraire de son ami Grimm, qui est une correspondance manuscrite distribuée à une poignée de personnages très importants en Europe, mais qui n'ont évidemment aucune diffusion publique. Et vous dites bien en Europe, pas nécessairement en France, Non, mais bien sûr. largement en Allemagne. Des souverains allemands, en particulier, sont abonnés à cette correspondance littéraire. Diderot se montrera donc extrêmement prudent pour ces deux raisons, la crainte de retrouver une condamnation comme celle de 1749, et d'autre part le souci de ne pas compromettre l'encyclopédie à laquelle il a voué 25 années de sa vie. Mais enfin, la lettre sur les aveugles, ça me paraît, sur le plan de la philosophie, beaucoup plus dangereux que la religieuse, qui est une dénonciation des pratiques conventuelles. Mais dans les milieux catholiques, j'imagine que l'on pouvait faire les mêmes dénonciations, tandis que la lettre sur les aveugles, c'est un manifeste de la pensée matérialiste. De toute façon, il est certain que si la religieuse avait paru à l'époque où elle a été composée, c'est-à-dire grosso modo dans les années 60, elle aurait causé à son auteur de très sévères ennuis, puisqu'elle est une condamnation de la claustration féminine, en l'occurrence, mais plus généralement de la claustration, du monachisme, de l'érémitisme, etc., etc. Donc, il y aurait eu évidemment des difficultés. Quant à la lettre sur les aveugles, effectivement, elle était d'une audace considérable, celle-là, puisqu'au fond, elle affirmait un matérialisme, le rejet de l'hypothèse créationniste de l'existence d'un Dieu. C'était en effet une œuvre extrêmement dangereuse. Et l'on comprend, bien entendu, dans les circonstances de l'époque, que le pouvoir, tant religieux que civil, s'en soit inquiété. Donc Diderot se lance dans la réalisation de l'encyclopédie, mais au fond, il reprend un petit peu un usage anglais. Et comme beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle, il y a l'attrait de l'Angleterre à travers cette entreprise. Diderot, comme Voltaire d'ailleurs, subit profondément l'influence de la pensée anglaise, celle de Locke, en particulier pour le sensualisme. L'Angleterre ayant un mouvement d'avance sur la France à l'époque. Et l'encyclopédie elle-même, à son origine, procède en effet d'une réalisation anglaise, qui était la Cyclopedia d'Ephraim Chambers, qui avait paru en 1728 et qui avait eu beaucoup de succès. Le premier projet de l'encyclopédie, avant l'intervention de Diderot et d'Alembert, c'est la traduction simplement de Chambers. Voilà, c'est la traduction pure et simple de Chambers. Puis, à la suite de diverses circonstances, lorsque d'Alembert, à la fin de 1945, et Diderot, au début de 1946, deviennent les co-directeurs de l'entreprise, celle-ci prend une toute autre perspective et une toute autre ampleur. On partira encore, bien sûr, d'articles de Chambers et de d'autres encyclopédies, mais on y ajoutera un nombre considérable d'articles nouveaux et surtout, on va changer la perspective de l'œuvre. Il s'agira, comme dit Diderot, de changer la façon commune de penser. C'est donc une œuvre qui se veut essentiellement moderne, admirablement informée de tout ce qui est d'actualité, en particulier sur le plan des techniques, par exemple, ou des sciences, à l'époque où l'œuvre est rédigée. C'est une œuvre qui se veut un véritable monument des Lumières, et qui le sera effectivement. Publication énorme qui va s'étendre
depuis 1751 à la date de l'apparition du premier volume, jusqu'à l'apparition du dernier volume en 1766. C'est donc une œuvre énorme qui comptera finalement 17 énormes volumes in-folio, plus 11 volumes de planches, 60 200 articles, 2900 planches. C'est une entreprise tout à fait exceptionnelle dans la librairie du temps. Ce qui m'a amusé en lisant votre biographie, c'est que Diderot, bien sûr, lit l'ouvrage de Chambers, mais sa connaissance de l'anglais, il ne la doit pas, comme Voltaire, pour avoir fait des séjours en Angleterre, il connaît l'anglais à travers le latin. Il a appris l'anglais dans des ouvrages latins. Alors ça, c'est époustouflant. Effectivement, dans des dictionnaires à base de latin. D'abord, Diderot n'a jamais été en Angleterre, ni ailleurs d'ailleurs, parce qu'il a horreur des voyages. Il est allé en Russie, nous allons en reparler dans son seul voyage. un Il a horreur des voyages, il est casanier. Voltaire, lui, au contraire, a étudié sur place et connaît d'ailleurs admirablement l'anglais. Diderot, lui, le lit couramment, il ne le parle pas. Ses visiteurs anglais conversent avec lui en français. Est-ce qu'il ne les comprend pas Si, il les comprend, mais l'usage du français étant généralisé au XVIIIe siècle, ça ne fait aucun problème pour les visiteurs anglais. Quant à son apprentissage de la langue, il passe en effet par le latin, parce qu'explique-t-il, il est facile de se référer à une langue morte où le sens ne change plus, ne fluctue pas en fonction de l'évolution des mœurs, des goûts, etc., etc. Ce qui lui donne une base plus stable pour apprendre la langue. Il a donc eu un apprentissage de la langue qui est fondamentalement livresque. Il a étudié dans les livres et connaît fort bien l'anglais. Mais ça m'avait amusé. Il a d'ailleurs traduit Shaftesbury au début de sa carrière. Bien sûr, ça m'avait amusé parce qu'aujourd'hui, on n'imagine pas que nos jeunes apprennent l'anglais à travers les ouvrages latins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils connaissent l'anglais, mais plus le latin, alors forcément. En effet. Alors, vous avez vous-même insisté, Raymond Trousson, sur le fait que l'encyclopédie comporte une dizaine d'ouvrages de planches. Alors, ces planches sont des informations de caractère technique et non philosophique. Il y a donc dans la volonté de Diderot non seulement de faire œuvre de philosophe et de combattre un certain nombre des préjugés de l'époque, mais aussi de faire œuvre de pédagogue, si j'ose dire. Oui, et puis surtout, il y a dans l'esprit de Diderot une volonté de venger les techniques que l'on appelle à l'époque les arts mécaniques, du mépris, du dédain, où ils étaient tenus par rapport à ce qu'on nommait les arts libéraux, plus intellectuels. Au fond, son projet est de mettre à côté de l'homo sapiens l'homo faber et de restituer une dignité à l'artisanat, à la technique. Ce qui explique quelque chose qui est en effet très neuf. Diderot demande aux artisans de lui fournir des mémoires. Comment fabrique-t-on tel ou tel produit, comment fonctionne telle ou telle machine. Certains lui en remettent d'ailleurs. Pour le reste, il descend lui-même dans les ateliers avec un dessinateur, Goussier, qui prend des croquis, qui seront alors reproduits dans les planches de l'encyclopédie. Et lorsqu'il se trouve devant des artisans qui ne sont pas en mesure d'écrire des mémoires, au fond, il les écoute, il les interviewe en quelque sorte, prend des notes et explique. Il y a donc là une extraordinaire mise à jour de tous les procédés de fabrication dans d'innombrables domaines qui a aussi ce mérite de rompre avec ce qui était à l'époque une très vieille tradition qui a monté au Moyen-Âge d'ailleurs, c'était le secret des corporations, ce cloisonnement qui interdisait évidemment de livrer les secrets. Il y a donc là une attitude de modernité qui est un des aspects fondamentaux de l'esprit de Diderot. Alors, Diderot, esprit moderne, mais esprit moderne qui s'exprime dans tous les genres. L'encyclopédie, genre du dictionnaire, mais Diderot est aussi un romancier, Diderot est aussi un homme de théâtre, Diderot est aussi un homme de critique, critique littéraire, critique picturale. Il n'y a pas de domaine où Diderot n'ait exercé ses talents. En effet, c'est ce qu'il a fait très vite d'ailleurs passer pour un esprit universel et véritablement encyclopédique comme l'entreprise qu'il dirigeait. C'est en effet un homme d'une culture exceptionnelle et, ce qui ne gâte rien bien sûr, doué d'une mémoire peu commune, elle aussi, ce qui lui permet de retenir et de digérer les innombrables informations qu'il récolte depuis ses débuts jusqu'à la fin de sa vie. C'est un homme qui est curieux de tout. Qu'il s'agisse du parlementarisme anglais ou du mode de vie des Chinois, tout l'intéresse. Il questionne les gens qu'il rencontre. Il lit dans tous les domaines. Il parle en effet de la peinture, puisqu'il est sinon le créateur de la critique d'art en France, il est de moins celui qui lui donne véritablement ses lettres de noblesse et qui seront continuées plus tard par des gens comme Théophile Gautier ou Baudelaire, etc. C'est donc un homme dont la curiosité n'a pas de limite.
et qui, au fond, lit et apprend comme il vit, avec une sorte de boulimie, d'appétit jamais satisfait, de connaissance et de savoir. C'est un parfait intellectuel qui trouve une véritable jouissance dans l'apprentissage et qui surtout a cette faculté qui est celle du génie de réinvestir ce qu'il apprend, ce qu'il prend chez les autres, dans une figuration nouvelle et en l'accouplant à sa propre pensée. Alors je retiens, vous venez de dire, c'est un homme de génie. En quoi se caractérise ce génie de Diderot par rapport au génie d'un Voltaire ou au génie d'un Rousseau? Ce n'est pas un homme de système, Diderot. Ce n'est pas un homme de système. Disons que c'est le premier point, par exemple, par lequel Par rapport à Rousseau, il s'opposera à Rousseau. Rousseau est un homme de système, c'est un esprit systématique. C'est un homme qui, lorsqu'il écrit, a, avant d'écrire, la vérité qu'il entend révéler. Diderot, non. Vous parlez de Rousseau, là. De Rousseau. Diderot, lui, a une pensée dite heuristique. C'est-à-dire que sa pensée, perpétuellement en mouvement, cherche la vérité sans prétendre l'avoir trouvée. Ses œuvres entraînent donc le lecteur à une réflexion personnelle et à une recherche personnelle de cette vérité. Comme il dit, on peut exiger de moi que je cherche la vérité, non que je la trouve. Est-ce qu'on pourrait dire que Diderot est un adepte, est un bel exemple d'un adepte du libre examen? Assurément, puisque, par exemple, et ça il le dit depuis les pensées philosophiques en 1746, le scepticisme est le premier pas dans la recherche de la vérité. Et il applique ce principe à la religion en disant que celui qui croit par tradition ou par autorité, non seulement n'a aucun mérite, mais surtout n'a pas une foi assurée. Il faut, dit-il, commencer par tout mettre en question, tout mettre en doute. Et si l'on arrive alors à une certitude, cette certitude a toute sa valeur. Mais dans son esprit, et c'est ce qui apparaîtra dans nombre d'œuvres, ce qui importe finalement, c'est moins peut-être la découverte d'une vérité absolue, définitive, que la démarche même dans la recherche de la vérité. Et par là, rejetant bien sûr toutes les contraintes, toutes les autorités, c'est en effet une démarche de caractère libre-exaministe. Pourtant, Diderot a des convictions. Il a une conviction profondément matérialiste. Il croit aussi à ce qu'il appelle l'élan vital. Il a des explications de caractère biologique en disant la nature est douée d'un élan vital. Et malgré ses convictions profondes, il ne nous apparaît pas comme un homme de système. C'est peut-être ce qui le rend sympathique à nos yeux. C'est peut-être ce qui le rend sympathique et qui surtout le rend étonnamment moderne par rapport à un penseur beaucoup plus rigide, non moins génial, mais plus rigide, comme Jean-Jacques Rousseau par exemple. D'autre part, si c'est un homme qui a indiscutablement ses convictions, ce n'est pas non plus un homme qui tente de faire du prosélytisme. C'est ce qui se voit dans les dernières années de sa vie, dans un petit texte qui s'appelle « L'entretien avec la maréchale », et où il se trouve en face de la maréchale de Broglie, qui est une femme éminemment dévote, mais, mon Dieu, intelligente et compréhensive, et qui l'interroge sur son matérialisme et son athéisme. Et on se trouve alors devant une étonnante attitude qui est celle non plus de l'esprit religieux tolérant qui accepte la présence de l'athée, on se trouve devant l'athée tolérant qui accepte une dévotion pour peu qu'elle ne soit pas répressive ni obscurantiste. Il y a là encore une fois une attitude libre-exaministe et individualiste d'ailleurs, qui laisse à chacun sa foi, ses croyances, pour peu que foi et croyance ne pèsent pas sur la liberté des autres. Et alors Diderot va entrer en communication avec Catherine II, il va même faire le voyage, il va se rendre en Russie et entrer dans la familiarité de l'impératrice. Alors pourquoi? Comment ça se fait cela? Parce que lui qui est toujours resté à Paris, qui a travaillé de façon peut-être un peu personnelle sur toutes les œuvres qu'il entreprenait, le voilà en route pour la Russie. Comment ça s'est passé? Mais au fond, c'est venu d'un ensemble de circonstances. D'une part, Catherine II, au moment où elle accède au trône, dans des conditions un peu délicates, puisqu'il y accède à la suite de l'assassinat de son mari Pierre III, Catherine veut prendre à la face de l'Europe l'attitude de la souveraine éclairée, d'une souveraine moderne, femme des Lumières. Elle achète la bibliothèque de Diderot, qui à cette époque cherche de l'argent pour doter sa fille. Et avec une munificence toute impériale d'ailleurs, non seulement elle lui achète très cher, 15 000 livres, sa bibliothèque, mais en outre, elle lui fait la grâce d'une pension annuelle qui le constitue bibliothécaire de sa propre bibliothèque jusqu'à sa fin.
Diderot a donc bien sûr une dette de reconnaissance. Mais il faut se souvenir aussi que vers la fin des années 60, Catherine II, qui entend bien faire sa publicité de despote éclairé en Europe, a proposé une vaste assemblée, une sorte de congrès des États de son empire, pour élaborer une nouvelle constitution, pour laquelle d'ailleurs elle rédige, à coups de Voltaire, de Beccaria, de Montesquieu, elle rédige un nakaz, c'est-à-dire des instructions. Et c'est ce qui va donner lieu à diverses œuvres de Diderot, dont les observations sur le nakaz, les mémoires pour Catherine II et les observations sur le plan d'une université pour le gouvernement de Russie. Diderot était donc, en somme, forcé d'aller témoigner sa reconnaissance à l'impératrice. Il va d'ailleurs différer plusieurs années, précisément parce qu'il n'a pas du tout envie de faire le voyage. Oui, c'est loin, la Russie. C'est très loin, bien sûr, c'est très loin, ça fait des semaines de voyage. Oui. Il va finalement se résoudre à y aller, y passer environ 6 mois, et il aura là la faveur d'entretiens à peu près quotidiens d'ailleurs avec l'impératrice, et en principe d'ailleurs dans la plus grande familiarité. Oui, justement, il y a des souvenirs, il pose la main sur la cuisse ou sur le genou de l'impératrice. Voilà, elle se plaindra, enfin elle ne se plaindra pas, elle fera remarquer en souriant la familiarité de Diderot, et dans une lettre on lit en effet, est-ce vrai ou non, qu'elle avait dû finir par mettre une petite table entre eux, parce qu'il y tapait tellement fort sur les cuisses qu'elle en avait des bleus. Ce n'est pas impossible, après tout, compte tenu du fait que Diderot, en effet, est un esprit bouillonnant, porté par ses idées, et qui, à certains moments, perd peut-être un petit peu de vue qu'il est devant Sa Majesté impériale. Il ne le perd pas toujours de vue. Dans ses mémoires pour Catherine II, et dans ses observations sur le nakaz, qui sont, elles, quand même plus agressives, et dont Catherine II prendra ombrage, il s'efforce d'abord d'apprendre à connaître la Russie, sur laquelle il s'est informé avant de partir, et ensuite de suggérer prudemment à Catherine II un certain nombre de réformes qui l'inscriraient plus réellement dans le mouvement des Lumières. Avec prudence, bien entendu, car il ne s'agit quand même pas de choquer l'autocrate de toutes les Russies. Il reviendra de son voyage avec une certaine déception, en comprenant que les ouvertures, disons, éclairée et démocratique de Catherine sont plus une façade publicitaire qu'une réalité politique. Aujourd'hui, Raymond Trousson, l'honnête homme du XXIe siècle, qu'est-ce qu'il doit lire? Qu'est-ce qu'il doit absolument avoir lu de Diderot? Autrement dit, quels sont les écrits de Diderot que nous, aujourd'hui, nous considérons comme majeurs? Bien, ça revient au paradoxe de votre première question. Si l'on se demande ce que l'homme cultivé aujourd'hui lit de l'œuvre immense, qui fait au moins 3 fois celle de Diderot, d'un Voltaire, que lit-il encore? Quelques contes, dont Zadig et Voltaire, peut-être le traité sur la tolérance, qui est, hélas, d'une éternelle actualité, peut-être l'une ou l'autre œuvre historique, encore que ce soit assez long, l'essai sur les mœurs sous le siècle de Louis XIV. C'est assez long, oui. De Rousseau, les confessions et les rêveries, peut-être les 1000, c'est possible, à cause de son influence sur la pédagogie. Au contraire, l'œuvre de Diderot est, dans son ensemble, une œuvre qui reste aujourd'hui encore extraordinairement moderne. Des œuvres comme, soit les pensées philosophiques pour la démarche de la vérité, peuvent encore nous concerner aujourd'hui. La lettre sur les aveugles, le neveu de Rameau, les pensées sur l'interprétation de la nature, où se développe tout un système de biologie matérialiste, et qui fonde d'ailleurs toute une série d'hypothèses qui sont à l'origine du transformisme, qui iront jusqu'à Lamarck, Cuvier, Darwin, etc. Tout ça, aujourd'hui, nous concerne sur le plan de la philosophie. Au plan de la critique d'art, ces salons sont toujours un délice de lecture, grâce à l'imagination de Diderot, qui ne se contente pas de décrire les tableaux qu'il voit, et il faut bien qu'il les décrive puisqu'il n'y a pas de photographie à l'époque, mais qui y ajoute tout ce que son génie trouve ou ne trouve pas dans le tableau et que le peintre aurait dû y mettre. Oui, il y ajoute souvent beaucoup. Bien sûr, il y a là une vie extraordinaire. Il y a ces réflexions aussi sur la nature du conte, dont se souviendra Balzac, par exemple. C'est lui qui donne, par exemple, un certain nombre de critères de ce que doit être un conte réaliste. C'est-à-dire non pas un conte vrai, mais un conte qui donne l'impression du vraisemblable et de l'authenticité. Il y a ces principes sur le théâtre qui, disons, nous concernent moins. Le paradoxe sur le comédien, quand même, est le paradoxe, oui. Je pense au discours sur la poésie dramatique ou les entretiens sur le fils naturel, qui concernent, disons, la création d'un nouveau genre, le genre sérieux ou le drame bourgeois, qui serait intermédiaire entre la tragédie et la comédie, et qui annonce d'ailleurs certains éléments que vont développer le romantisme, et avant le romantisme, Beaumarchais par exemple. Le paradoxe sur le comédien, qui lui n'a jamais cessé d'être commenté pour ou contre par tous les grands acteurs
depuis Talma jusqu'à Louis Jouvet, et qui pose la question essentielle. Est-ce que l'acteur, dans un rôle, doit, comme on dit, entrer dans la peau du personnage, ou au contraire, doit-il s'en distancier et jouer le personnage? Et là, Diderot donne une réponse très claire et très nette. Très claire. L'acteur doit jouer et non ressentir. Car s'il ressentait vraiment, dit-il, très chaud à la première représentation, qu'est-ce qui resterait de sa chaleur à la 10e? Tandis que s'il joue consciemment, il conservera son apparence d'authenticité et de sincérité jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas au fond La religieuse qui est l'ouvrage encore le plus lu aujourd'hui? Probablement, en partie sans doute en raison de son caractère relativement scandaleux, même encore aujourd'hui, frondeur, etc., qui était évidemment beaucoup plus scandaleux en 1796 au moment où il paraît, c'est normal, mais enfin qu'il est encore aujourd'hui, mais surtout aussi parce que c'est le seul roman de Diderot qui soit d'une formule parfaitement classique et linéaire. C'est un roman autobiographique à la première personne qui raconte l'existence de la sœur Suzanne Simonin. Il n'y a pas de surprise. Alors qu'un roman comme Jacques le Fataliste, lui, est un roman qui ne paraît aussi d'ailleurs qu'en 1796, mais beaucoup plus difficile et beaucoup plus brillant, mais extraordinairement moderne. Un Jacques le Fataliste qui ne sera d'ailleurs finalement, dans ses recherches formelles, techniques sur le roman, véritablement compris et apprécié qu'à partir des recherches de ceux qu'on a appelés dans les années 60-70 les nouveaux romanciers. Rupture, refus d'identification du lecteur au personnage, dialogue entre l'auteur et le lecteur, etc. Il y a là un roman d'une étonnante jeunesse et d'une extraordinaire modernité. Autrement dit, ce qui est paradoxal, c'est que chez cet auteur, qui au moment de sa mort est en effet en retrait par rapport aux deux autres, c'est aujourd'hui celui dont il reste le plus à lire dans tous les domaines. Eh bien, merci pour ce plaidoyer brillant, Raymond Trousson. Je rappelle que vous avez écrit 3 ouvrages sur Diderot, une biographie intitulée Denis Diderot, ou Le vrai Prométhée, publié à Paris chez Talandier, un ouvrage sur la critique de Diderot, Mémoire de la critique, publié à Paris aux éditions de la Sorbonne et aux éditions Champion, un Diderot jour après jour, une chronologie de l'œuvre et de la personnalité de Denis Diderot. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.